Bonjour à tous depuis les Sables d'Olonne, nous sommes mardi, il est 14h30 et si vous regardez cette vidéo c'est parce que tout comme moi vous êtes des suiveurs, des amoureux de la Golden Globe Race et ça veut dire que tout comme moi vous êtes depuis hier inquiets, angoissés pour ce qui se passe, qui arrive à Jan Herbenjost avec cette tempête absolument de fin de monde qui s'est abattue sur lui depuis hier. Je ne vous donne plus les infos, vous les avez déjà. Il est dématé, il était dans la tempête depuis hier midi, il est dématé depuis hier soir, il a mal au dos. La seule bonne nouvelle du jour, c'est qu'il a pris un ibuprofène et qu'apparemment il peut bouger à bord du bateau, donc il pourra peut-être prendre part à son sauvetage de manière active et ça pour moi est la seule lueur de joie de la journée. Alors si vous et moi, de parfaits inconnus, sommes si inquiets pour lui aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer ce que ressent Sally, son épouse, ce que ressent sa famille et surtout ce que ressent lui tout seul dans la nuit qui finit là, parce que c'est bientôt, c'est déjà presque le matin chez eux, ce qu'il ressent tout seul dans son bateau dématé au milieu de cette tempête qui s'est calmée certes, mais qui reste quand même assez violente avec une mer bien formée. Je ne sais pas tout cela, je ne sais pas comment se passera l'arrivée des deux bateaux de pêche sur place vers 21h heure française. Et puisque je ne sais rien, et puisque je ne sais rien de la mer, je vais aller demander à Jean-Luc Vendonnet, juste là derrière moi, qui a eu la gentillesse d'accepter mes 3 questions, d'essayer de comprendre en quoi cette tempête était plus vicieuse que les autres, que Jan avait déjà subi dans sa Golden Globe Race, et puis un peu comment se passe un sauvetage, et quels sont aussi les risques, les dangers, comment cela pourrait se passer pour lui ce soir. Voilà, sans plus attendre, on va le rejoindre. Jean-Luc Vendonnet, bonjour. Bonjour. Et nous suivons tous cette tempête depuis plusieurs jours, depuis 2 jours déjà, vous aussi. Qu'est-ce qu'elle a, cette tempête? En quoi est-elle plus vicieuse, plus dangereuse qu'une tempête classique de mer du Sud? Alors, d'abord, c'est une tempête qui a été assez rapide, qui a levé une mer assez forte vu que les vents sont très forts. Heureusement, les vagues n'ont pas eu le temps d'être très hautes, mais ce qui est important dans les vagues, c'est leur période. C'est-à-dire que si des vagues font 10 mètres, mais qu'il y a 200 mètres entre 2 sommets de vagues, le bateau monte et descend et c'est pas grave. Le problème, c'est quand la vague est très pentue. Et là, ça a été le cas. Ça a levé des vagues qui n'étaient pas énormes, 7 mètres, 8 mètres, mais par contre, avec une pente très forte, parce que la période, le sommet entre 2 vagues est très court. Et donc, forcément, quand le bateau descend ça, il est plus à l'horizontale, il se met à piquer du nez. Et s'il n'est pas plein vent arrière, s'il prend la vague un peu de côté, il peut se faire retourner. Et le deuxième problème, c'est que dans une tempête, quand on arrive au passage du front, le vent tourne et passe dans l'hémisphère sud du nord-ouest au sud-ouest. C'est le contraire dans l'hémisphère nord. Et donc, ça crée un système de vagues dans un sens, un système de vagues dans l'autre sens, et quand malheureusement les deux se rencontrent, ça fait une vague encore plus haute à cet endroit-là. Donc, comme Don McIntyre nous disait hier dans ses lives, dans ses updates, qu'il y avait des vagues de 7 mètres et quelques, qui à 9 secondes d'intervalle rencontraient une vague. Voilà, c'est ça, c'est les fameux 9. C'était très mauvais, et donc c'est ça qui est mauvais, le fait qu'elles se rencontrent. Voilà, c'est les 9, non, c'est les 9 secondes d'intervalle qui fait que les vagues sont abruptes. C'est ça qui fait que la vague a une pente assez forte. Si la vague a une pente très limitée, les vagues, elles peuvent être 30 mètres de haut, hein, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est la pente de la vague. D'ailleurs, on le voit bien quand les vagues arrivent sur le rivage, quand elles sont tout près, eh ben, la pente, elle augmente et à ce moment-là, la vague déferle parce que les fonds remontent. Ben, c'est exactement la même chose en bateau. Là, les vagues, quand elles ont une période trop faible, eh ben, elles sont très pentues et c'est dangereux pour le bateau et ça peut le faire chavirer et c'est difficile de garder le bateau plein vent arrière. C'est pour ça qu'il lui a dit de mettre son ancre flottante pour essayer de bien maintenir le bateau dans l'axe du vent. Est-ce que si je vous donne la petite maquette là, elle est fragile ou pas? Vous pourriez nous montrer un peu à quoi ça ressemble un bateau
sur la vague, en fait. Qu'est-ce que ça lui fait et comment il se... Alors, il faut que tu te déplaces avec moi parce que voilà. sinon, on va avoir un problème. En fait, je suis un peu comme tous les... Ah, mais c'est votre bateau en plus. Moi, je suis un peu comme tous les gens qui n'y connaissent rien. J'essaye de comprendre un peu ce qui a pu se passer, à quoi cela ressemble concrètement ce qui se passe. Non, mais il faudrait presque faire un dessin. Quand les vagues sont très courtes, ça fait ça, et donc la pente est très forte. Si la pente est très forte, le bateau, quand il descend, il fait ça. Si la pente n'est pas forte, le bateau fait ça, il n'y a pas de problème. Si la pente est trop forte, il fait ça. Il enfourne à l'avant, et puis il a tendance à tourner comme ça, et donc à chavirer. Ça veut dire qu'il ne se couche pas. Quand il démarre par là. On essaye qu'il ne se couche pas, mais c'est pas facile. Mais donc quand il démate là dans ces situations-là, vous pensez qu'il démate, en fait il tombe dans le creux et il se retourne en fait. Ah ben, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Moi, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai chaviré, il s'est passé qu'il y a une vague qui est venue de travers, comme ça, il y a une vague qui est venue de travers, et le bateau, il a fait ça, et donc il s'est retrouvé le mât dans l'eau. Alors là, il y a des forces énormes qui se produisent quand le mât rentre dans l'eau, et ensuite il s'est redressé, et donc mon mât était, quand il s'est redressé, très abîmé. Et là, son mât s'est cassé. Moi, j'avais justement, par précaution, un peu coupé mon mât et fait un mât un peu plus petit que habituellement sur les rustlers, et c'est probablement ça qui a sauvé mon mât. Maintenant, lui, il a un gréement de fortune. Il pourrait installer son gréement de fortune s'il était suffisamment en forme pour le faire. Il est blessé, je crois qu'il s'est blessé au dos aussi. Oui, parce que le problème quand on chavire comme ça, c'est que d'un seul coup, c'est comme si la pièce, elle basculait. Alors, si on s'y attend pas, c'est un problème. Moi, heureusement, j'étais dans la couchette sous le vent, ce qui fait que j'ai basculé, si vous voulez, le long du mur, et je me suis retrouvé un peu au plafond quelques secondes, puis ensuite le bateau se redresse, on se remet dans l'autre sens. Mais évidemment, c'est ce qui s'était passé avec Abilash il y a 4 ans. Abilash lui était au vent, et il est tombé du haut de sa couchette au bas de sa couchette, et évidemment il s'est fait mal. Moi-même, j'ai rechaviré dans le golfe de Gascogne, moins grave, mais j'ai quand même couché le bateau, et j'ai atterri sur la cuisinière, j'ai cassé la cuisine et tout ça, avant d'arriver au Sable d'Olonne. Jean-Luc, vous n'avez pas encore, à ma connaissance, connu de tempête à ce niveau-là encore? Je sais pas, parce que j'étais pas à ce niveau-là. Moi, j'ai eu, si, dans le deuxième Vendée Globe, j'ai eu une tempête qui était très forte, où j'étais à sec de toile. J'ai eu, à l'anémomètre, j'ai eu 75 nœuds. Oui, donc lui, il était hier, moi je l'ai vu à 80 nœuds sur oui. la toile. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, à quoi ça ressemble l'environnement du marin? D'abord, le vent fait beaucoup de bruit. Le vent fait beaucoup de bruit, il suffit d'aller dans un port un jour de tempête, on se rend compte que tout siffle, les haubans sifflent, le mât siffle. En réalité, on peut comparer ça à une voiture. Bon, 80 nœuds, c'est 150 km/h. Donc imaginez que vous sortiez la tête de la fenêtre de la voiture à 150 km/h. Donc ça donne une idée de la force du vent, quoi. Hein. Donc ça veut dire que lui, quand il sort, une fois qu'il est dématé pour couper le gréement, pour sauvegarder... il a 150 km/h de vent. Voilà, c'est-à-dire, imaginons qu'on est à être sur le capot de la voiture à 150 à l'heure, quoi. Hein. C'est à peu près ça, quoi. Hein. Donc on voit la force du vent. Quand on dit qu'on est debout à 150 à 80 nœuds de vent, non, on n'est pas debout, on est à 4 pattes. On se déplace sur le bateau à 4 pattes et en se tenant, quoi. Hein. On ne se déplace pas debout, les mains dans les poches. Hein. Non, mais c'est incroyable. Donc c'est le vent qui est le plus impressionnant. Le vent et puis la mer qui est blanche. La mer parce que le vent soulève de l'écume et donc les sommets de vagues sont blancs, même si ça déferle pas. Dans mon film, d'ailleurs, je le dis, la mer est blanche
parce que y a tellement de vent que on voit les rafales de vent qui poussent l'écume au sommet des vagues, quoi. C'est terrifiant. Imaginez quelqu'un tout seul dans ces conditions-là, si loin. Ah ben, tout seul ou à plusieurs, hein. Le problème, c'est pas d'être tout seul. Le problème, c'est de gérer. Alors évidemment, l'idéal, c'est de barrer soi-même le bateau dans ces conditions-là, parce que le pilote, c'est bien, mais il réagit quand même moins vite qu'un bon barreur, quoi, hein. Mais on ne peut pas rester à la barre très longtemps dans ces conditions-là, et il faut être attaché, et si on chavire, il y a des risques de passer à l'eau. Enfin bon, c'est des situations, on dit c'est la guerre, quoi. Après une tempête comme ça, aujourd'hui, nous savons que pour rien, il y a, au moment où je vous parle ce midi, je crois, 2 bateaux de pêche qui se dirigent sur les lieux, 2 bateaux de pêche taïwanais. Est-ce que, Don disait aussi qu'il y a toujours un risque au moment du sauvetage, le sauvetage qui aura peut-être en fonction des conditions, eux ils arriveront sur place je crois ce soir. Oui. Le risque il est, pour ceux qui n'y connaissent rien, le risque il est lequel dans ce cas-là? Parce qu'on pense qu'une fois arrivé, lorsqu'on y connaît rien, ah ben, on pense pas arriver, l'autre bateau arrivé sur place, là se passe bien. Oui, mais même passer d'un bateau dans un autre, en pleine mer, c'est toujours dangereux. Surtout si lui, il est un peu blessé, surtout s'il a mal, surtout s'il n'a pas tous ses moyens, quoi. Vous imaginez les vagues, les 2 bateaux, ils sont là comme ça, ils ont des mouvements qui sont en fonction des vagues et qui sont donc différents, puisque les 2 bateaux ne sont pas ensemble. Le bateau de pêche, il va pas vouloir abîmer son bateau. L'autre bateau, ben, il va être probablement abîmé. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, s'il compte le récupérer, s'il compte l'abandonner, je ne sais pas du tout. Et donc après, c'est la décision de chacun, quoi, hein. Mais c'est sûr que s'il abandonne son bateau, probablement son bateau sera détruit et finira comme celui d'habillage. Ou un autre. D'ailleurs, souvent, quand ça arrive, les marins font couler leur bateau de façon à ce qu'ils ne traînent pas dans l'eau et qu'ils ne soient pas heurtés par un autre bateau. Imaginons un bateau de Vendée Globe qui lui rentre dedans en remontant ou en descendant, ça serait dramatique. Donc je pense que s'il abandonne son bateau et s'il n'essaye pas de le récupérer, il ouvrira des vannes pour que le bateau s'enfonce dans l'eau, ce qui est toujours terrible pour n'importe quel navigateur, quoi. Et puis dernière question, à partir du moment où on actionne sa balise de détresse, comment ça se passe en fait? Là on sait que ce sont les secours argentins qui s'occupent de son sauvetage. Quelles sont les étapes? Alors le monde est réparti sur plusieurs zones de sauvetage. Alors lui, il est dans la zone de sauvetage de l'Argentine. S'il était un petit peu plus dans l'Est, il serait dans la zone de sauvetage de l'Afrique du Sud, par exemple. Là, c'est l'Argentine qui s'en occupe. Donc l'Argentine, première chose, elle reçoit immédiatement, le MRCC en Argentine reçoit immédiatement un message d'alerte. Donc, aussitôt qu'il a actionné sa balise, c'est des balises que tous les plaisanciers sont obligés à avoir aujourd'hui quand ils naviguent un peu au large. Et donc, s'il actionne sa balise, le MRCC du pays dont il dépend au moment où il actionne sa balise, forcément, ce pays est informé et cherche qui est dans le coin. Alors, ils ont grosso modo la position des cargos, parce qu'aujourd'hui tous les bateaux ont des AIS, donc on sait à peu près où ils se trouvent. Ils ont la position des cargos, ils ont la position des bateaux de pêche, ils ont les positions des bateaux de surveillance des pêcheurs, etc., etc., parce que je crois que c'est un bateau de surveillance de pêcheurs qui va venir le chercher. C'est lui qui est le plus proche. Et donc, immédiatement, ils l'avertissent. Parce qu'aujourd'hui, ces bateaux-là, ils ont des moyens de communication où on peut les contacter, on peut les avertir. Et on leur dit, ben voilà, il y a un concurrent, il y a un bateau qui est en perdition, telle latitude, telle longitude, vous en êtes à 150 000 ou 80 000, et on vous demande d'aller dessus. Et la recherche, le sauvetage de la vie humaine en bateau est prioritaire. Donc même s'ils sont en pêche, même s'ils sont en route,
même s'ils ont à livrer une cargaison de n'importe quoi au Sable d'Olonne, le bateau est détourné, se détourne volontairement et va chercher la personne qui est en difficulté. Ça, c'est une règle générale. S'il y avait un concurrent du Golden Globe ou d'une autre course ou un autre plaisancier qui se trouvait dans le coin, on lui aurait lui aussi demandé de s'arrêter, bien entendu. Alors après, ben, le bateau se déroute, il faut le trouver le bateau parce que on a sa position elle évolue, mais le bateau va le trouver, forcément. Et là, le deuxième problème, une fois qu'on a trouvé un bateau qui se déroute, qui peut se dérouter et qui y va, le problème c'est de passer de l'un dans l'autre. Parce qu'il y en a un qui est un cargo avec une muraille de quelques mètres de hauteur, et puis l'autre qui est un petit truc qui fait 1,50 m, 2 mètres sur l'eau, pas plus. Et donc, ben, faut s'en rapprocher. Alors, s'ils ont un Zodiac, par exemple, un bateau pneumatique, et que le bateau pneumatique peut être mis à l'eau, ils iront le chercher avec un bateau pneumatique, parce que c'est ce qui abîme le moins. Si, par exemple, Suzy Goodall, la dernière fois, ben son bateau, il a été à couple du gros cargo qui est venu la chercher, il a fallu que le cargo il bouge comme ça, et il a fallu qu'elle monte à une échelle de corde qui bouge comme ça, et qu'il faut attraper entre deux vagues, parce que l'échelle, elle monte, elle descend, au fil des mouvements du bateau, c'est pas évident du tout, hein. Surtout s'il est blessé. Et s'il est vraiment blessé, c'est pour ça que je dis que ce serait bien qu'ils aient un pneumatique pour aller le chercher. S'il est blessé, c'est très dur de monter une échelle d'un cargo, d'un bateau assez haut comme ça, qui en plus se balade, monte et descend. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va dépendre un peu des conditions et tout ça. Maintenant, à bord, dans cette course-là, on a absolument tout ce qu'il faut pour la survie. Donc il a un costume de survie, il a de quoi surnager, il peut lui-même se mettre à l'eau sans être mouillé. Bon, il y a des solutions qui ne sont pas agréables et qui sont anxiogènes, mais il y a des solutions. Et puis c'est l'état de la mer aussi, parce que si la tempête, le plus fort de la tempête, parce qu'il était vraiment dans l'œil du de la tempête, si ça a eu lieu hier après-midi, la mer mettra plusieurs jours, non, pour se calmer? Oh non, 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 la mer, elle va se calmer. La tempête, justement, c'est une tempête assez rapide, donc comme toutes les tempêtes violentes, en général, elles passent assez vite. Et celle-là va passer assez vite, donc la mer va se calmer progressivement. Mais c'est un océan, dans un océan, il y a toujours de la houle, il y a toujours de la mer, il y a toujours des vagues, c'est pas le calme plat, quoi, hein. Donc c'est pour ça que la partie du transbordement d'un bateau sur l'autre est dangereuse. Vous connaissiez Yann? Vous l'avez rencontré aussi? Ah oui, bah bien sûr, je l'ai vu au départ de la course, je l'ai vu se préparer. Bon, il était en Chichester, il n'était plus dans le GGR, mais pour lui, ce qui était extraordinaire chez lui, j'ai trouvé, c'était son désir de ne pas s'arrêter dans un port. Quand il a dû réparer, il s'est arrêté dans une baie. Bon, quelqu'un est venu l'aider et donc il est passé en Chichester puisqu'il a reçu une aide extérieure. Mais quand même, il ne voulait pas s'arrêter. Et c'est vraiment dommage pour lui d'avoir, alors qu'il avait franchi théoriquement le plus dur, qui est le Cap Horn, mais le Cap Horn franchi... Il est presque au sortir des mers du Sud. Oui, mais on peut avoir des forts coups de vent après le Cap Horn, on peut avoir des forts coups de vent ici en arrivant au golfe de Gascogne. La course n'est pas terminée. Moi, j'ai couché le bateau encore 2 jours avant l'arrivée ici. La course elle sera terminée le moment où on passe la bouée du Nouk, et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on pourra donner le résultat.
Si vous pouviez appeler Ian Herbert Jones, vous ne pouvez pas évidemment, si vous pouviez l'appeler, là vous lui diriez quoi? Si vous aviez un conseil? Bah, de prendre son mal en patience et puis d'attendre les secours et d'essayer de sauvegarder tout ce qu'il peut sauvegarder et surtout sa santé, quoi. Hein. C'est évident. Alors je ne sais pas à quel niveau il est blessé, on ne sait pas tout ça. Donc est-ce qu'il s'est fêlé une côte? Est-ce qu'il est blessé physiquement? Est-ce qu'il s'est coupé quelque chose? Je sais, j'ai pas eu tous les détails de ça, mais on sait que c'est toujours difficile. Maintenant, s'il a déclenché sa balise, c'est qu'il demande des secours, donc le bateau se déroute, et donc maintenant, il faut qu'il monte dessus, quoi. Hein.